Je vais vous emmener maintenant à la rencontre du vice-président de l'association Les Loups de Coucy. Alors les Loups de Coucy, vous vous en souvenez puisque vous les voyez chaque année venir sur notre territoire à Saint-Quentin lors des fêtes du Bouffon. Ils tiennent dans ce contexte un camp médiéval, un camp assez impressionnant puisqu'ils vivent presque en autarcie pendant 48 heures. Ce sont des gens un petit peu malades, dérangés, parce qu'ils vivent dans un autre monde. Ils sont pas si malades que ça, vous allez voir, ils sont passionnés. Voilà, le bon mot, c'est ça. Ce sont des gens passionnés et on va partir à leur rencontre. Et j'ai à côté de moi le vice-président de cette association, Fabien. Je suis Bonjour Bertrand. ravi d'être avec vous aujourd'hui ici. Tu nous as conviés à venir découvrir les à côté des Loups de Coucy. Voilà. Mais d'abord, présente-nous les Loups de Coucy. Les Loups de Coucy, c'est une compagnie de passionnés du Moyen-Âge, comme tu l'as dit. On est à peu près 50 membres, dont environ 35 actifs. Et environ une dizaine de fois par an, 10 week-ends par an en moyenne, nous montons nos tentes un peu partout, en France et en Europe, pour faire partager notre passion avec le public. Donc, Qu'est-ce qui vous motive? l'histoire. L'histoire et le partage. L'histoire, c'est le Moyen-Âge, c'est évidemment une période que nous aimons. Certains, pour certaines raisons, comme par exemple moi, ce qui m'a fait venir là-dedans, c'est la passion des armures. J'ai toujours trouvé les armures formidables. D'autres, c'était simplement le combat. Ils ont voulu essayer de nouveaux arts martiaux. D'autres, ça a été la cuisine, savoir comment on mangeait il y a 600 ou 700 ans. Donc c'est une question de passionnés. Vous êtes tous des passionnés, vous êtes tous des curieux et vous voulez faire revivre une époque disparue. Voilà, voilà. Donc, il y a la période des beaux jours où, devant public, nous présentons nos savoir-faire, nous faisons partager nos expériences. Et il y a la période d'hiver où là, nous faisons nos recherches. Et nos entretiens, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais l'hiver est une période pendant laquelle on va faire nos études pour rechercher quelles sont les pièces que l'on veut venir mettre et présenter au public. Donc là, on est dans votre base arrière. On va tenir le nom de l'endroit où on se trouve, mais c'est là où vous stockez votre matériel et là où vous préparez la saison estivale à venir. C'est bien ça? Oui, 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 voilà. Donc nous sommes à l'endroit où tout notre matériel commun est stocké, nos tentes, nos caisses de matériel, tout. Vous allez voir beaucoup de choses. Et là, en cette fin d'hiver, nous avons besoin de tout remettre en état. Et également, nous avons besoin de finaliser enfin certains projets que nous avons prévus. On verra la suite tout à l'heure. Alors on va les découvrir, on va garder un tout petit peu le suspense. On va continuer à parler un peu des Loups de Coucy. Oui. Tu me dis une dizaine de manifestations par an. Comment on fait appel à vous pour venir animer les manifestations et en quoi ça consiste ces manifestations? Je disais que vous viviez presque en autarcie. Oui. On fait appel à nous maintenant par notre réputation. Avant, on a fait de la communication. Maintenant, on n'en a plus besoin. Nous avons la chance de même avoir la possibilité de refuser et de Bravo. sélectionner où on va. On peut en être fier. Ce sont généralement les municipalités ou les organisateurs de fêtes et spectacles qui font appel à nous. Et donc, nous allons de plus en plus loin. Ça, pour la petite histoire. Cette année, avant de venir à Saint-Quentin, nous allons aller une fois en Belgique et une fois en Allemagne. Ah oui, d'accord, mais quand même, il y a comment on dit, des rencontres, Des des rassemblements. rassemblements Oui. qui rassemblent beaucoup de compagnies comme les vôtres. Exactement. Alors, il faut savoir que le Moyen-Âge, c'est une période de 1000 ans, grosso modo de l'an 500 à l'an 1500. Donc, nous ne représentons pas 1000 ans d'histoire. Nous, les Loups de Coucy, nous nous sommes spécialisés sur la guerre de 100 ans à peu près, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XIVe siècle, 1350, jusqu'au XVe siècle. Donc il y a une véritable recherche historique aussi autour de ça. Ah, Il ne s'agit pas simplement de dire j'ai une armure, je la porte. Non, il faut non. qu'elle soit d'époque et correspondant à ce que vous voulez représenter. Exactement. Donc la guerre de 100 ans, il s'est passé plein de choses. Une armure de l'époque de Jeanne d'Arc, donc à peu près 1429-1430, n'a pas grand-chose à voir, j'exagère, mais a de fortes différences avec une armure de la fin du Moyen Âge, donc de 1470. Et il n'y a que 50 ans d'écart. Donc, parmi les puristes, ceux qui savent, sur un champ de bataille de l'époque de Jeanne d'Arc, moi, par exemple, je ne peux pas rentrer. D'accord, pourquoi? Mon armure ne correspond pas. Mon armure est 1470.
D'accord, donc forcément, il ne pouvait pas exister, quoi. Exactement. Alors, vous êtes des spécialistes de la guerre? Non, pas de la guerre, parce que le côté martial n'est qu'une facette du Moyen Âge. Ça a été une période des fois difficile. Nous représentons une période pendant laquelle il y a eu la peste noire, etc. Mais pas seulement la guerre. La guerre, c'est qu'un jeu, c'est qu'un plaisir, et c'est également un moyen d'amener l'imaginaire dans le regard des spectateurs Bah oui, et de parce faire que briller les yeux des enfants. bah, tout à fait. Votre objectif numéro un, c'est de créer de l'animation. On va le découvrir tout au long de cette semaine sur les antennes de ma télé, puisqu'on ira à la rencontre, pas que simplement ceux qui fabriquent les armures, les armes, mais aussi ceux qui font que cette association, les Loups de Coucy, vit, puisqu'il y a aussi l'alimentation, les vêtements. On disait, c'est pas que la guerre, c'est un ensemble global. Alors, on va commencer par ce que l'on voit dans notre dos, c'est la forge, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans la forge aujourd'hui? Donc dans la forge aujourd'hui, il y a deux équipes qui travaillent. Il y a une équipe qui sont en train de faire un bout de feu. Un bout de feu, c'est-à-dire? Un bout de feu. Un bout de feu, c'est un objet métallique qui permet de tenir un bout de corde enflammé. D'accord. Ce bout de corde enflammé va servir à déclencher, à allumer la poudre de nos pièces d'artillerie. D'accord, donc c'est une nouveauté, c'est une création que vous faites? Nous avions des bouts de feu, mais là, vous allez voir celui-là, ça va faire des jaloux. Bon. Alors là, tout ça, c'est fabriqué à la main, selon les méthodes d'avant. Un maximum, oui. On essaie de reproduire au maximum les méthodes d'antan. On chauffe au charbon, on ne chauffe pas au gaz. On utilise des marteaux qui ressemblent à ceux de l'époque, etc. Mais il faut vous emmener voir le forgeron, c'est lui qui saura parler. Allez, on va aller voir le forgeron ensemble. Ami Maxime. Allez, c'est parti. Venez voir. Alors, je suis en compagnie de Maxime. Maxime, tu es le forgeron. C'est ça, donc je suis le ferronnier, un des ferronniers des Loups de Coucy. Forgeron ou ferronnier, c'est quoi la différence? Alors, forgeron, c'était celui qui fabriquait tout ce qui était outils agricoles. D'accord. Et le ferronnier, c'était celui qui était plus spécialisé dans tout ce qui était fabrication de pentures, de serrures, etc. Plus qui est hors outil. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, on t'a vu déjà un petit peu travailler, c'est un savoir-faire d'artiste que tu as, toi. Quelle formation tu as à la base pour pouvoir faire ce que l'on va découvrir à l'image? Alors moi j'ai une formation, j'étais métallier serrurier, donc j'ai passé un CAP qui m'a appris à fabriquer les châssis et à travailler le métal. Et ensuite j'ai intégré une formation de ferronnier d'art, donc un CAP qui s'est effectué au sein des Compagnons à Muison. Et là où j'ai appris à faire de la ferronnerie qui était plus sur des pentures, sur des chenets, la réalisation de volutes pour faire des garde-corps et des portails, puisque c'est la demande qu'on a actuellement en ferronnerie, c'est de la réalisation de pièces d'art utilitaires, donc comme les portails. Et par contre, au sein de la formation, on explore aussi les techniques qui étaient utilisées au Moyen-Âge, puisque la ferronnerie a apparu dans les années 1000 et avec les pentures très basiques, très simples pour renforcer les portes qui étaient fabriquées qu'en bois. Et donc pour pouvoir avoir des portes plus résistantes, on a commencé à mettre des pièces de fer, donc les pentures et les fausses pentures pour renforcer ces châssis et les clous pour le maintien qui n'existait pas auparavant. Parce qu'en fait, l'apparition du fer arrive dans le Moyen-Âge ou arrive quand même avant? Le travail du fer, ça arrive quand? Alors, le travail du fer, les travails des métaux arrivent depuis l'Antiquité. Les Égyptiens fabriquaient des scalpels, des outils en laiton, en bronze. Donc le fer est très vieux. Les Gaulois l'utilisaient avant le Moyen-Âge. Certaines armures romaines étaient déjà en fer. Mais on l'utilisait que pour
c'était un matériau qui était très difficile à trouver et qui était très onéreux donc. Et du coup, on l'utilisait vraiment pour des pièces qui en avaient vraiment la nécessité. Et c'était plus facile de fabriquer une porte en bois que de fabriquer une porte avec des pièces d'acier. Plus accessible aussi à tous en fait. Voilà, plus accessible à tous. Et après, à partir de l'an 1000, avant on fabriquait quand même des outils intéressants pour l'agriculture. Donc le forgeron existait avant l'an 1000 et qui fabriquait des pièces pour labourer, pour le travail de la terre, etc. C'était des pièces utiles. Et à partir de l'an 1000, qu'on a commencé à pouvoir exploiter plus facilement le minerai de fer, on a commencé à avoir des bas-fourneaux un peu plus répandus et à faire des plus longs lingots de fer, parce que c'était notre frein, c'était de pouvoir faire des plus longs lingots pour pouvoir étirer des plus grandes barres. Et ça, c'était plus vers l'an 1000 qu'on a commencé à avoir, donc pour faire des portes d'église en premier temps et certainement de châtellerie. Et après, les techniques se sont développées et ça devenait un produit très intéressant, très solide, qui tient plus longtemps dans le temps. Donc on a commencé à exporter le minerai de fer au maximum, quoi. D'où l'apparition de la ferronnerie d'art à partir de l'an 1000. La ferronnerie d'art, c'est à partir de l'an 1000, ouais. D'accord. Alors, toi, très basique, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à... comment s'est passée cette rencontre avec les loups de Coucy? Quand est-ce que ça a démarré? Et c'est quoi l'anecdote? Comment c'est venu? Alors, moi, j'ai rencontré les loups de Coucy, j'avais 13 ans, donc j'étais très jeune. Ouais, je suis passé il y a 13 ans. Et donc, moi, j'aimais cette période-là, j'aimais les armures, j'aimais les chevaliers, j'aimais les châteaux forts, et j'aimais surtout leur ingéniosité à construire des choses en bois et en fer. Et le bois, bon, je le bricolais chez moi dans mon atelier, tandis que le fer, j'avais rien pour le fabriquer, je ne savais pas, c'était un monde inconnu pour moi. Et donc j'ai rencontré les loups de Coucy, c'était aux Euromédiévales de Laon en 2003. Et j'ai été très bien accueilli, notamment Fabien était là. Il n'y en a pas beaucoup ici qui étaient là en 2003. C'est une histoire d'amour en fait. Voilà, c'est une histoire de passion commune avec d'autres personnes et puis la proximité de cette association, parce qu'il y avait d'autres associations euromédiévales mais qui venaient de Belgique, qui venaient d'ailleurs. Et moi j'ai découvert donc la forge sur les camps. Et puis je me suis dit un jour, mais je voyais ces gens fabriquer des couteaux, fabriquer des petites dagues et tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi pas moi? Et tu as carrément voulu en faire ton métier. Voilà. Non seulement tu en as fait ton métier, mais en plus tu as rejoint les loups de Coucy pour être leur ferronnier d'art. J'ai rejoint d'abord les loups de Coucy et après je me suis spécialisé en ferronnerie. À 14 ans, j'ai eu ma première enclume et ma première forge. Je commençais à fabriquer des trucs très, très basiques, hein. C'était des S pour accrocher la charcuterie, etc. Donc c'est vraiment l'outil de base, l'exercice de base. Et après, ouais, j'ai dû prouver à mes parents que ce métier, c'était un métier qui existait toujours, parce qu'ils ne voulaient absolument pas que j'intègre une formation de ferronnier. Eh ben, écoute, on va découvrir ensemble avec toi une création que vous avez faite pour cette nouvelle saison de lancement des loups de Coucy. Eh ben, on va découvrir, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que l'on va découvrir maintenant? Alors cette saison commence par l'acquisition d'une nouvelle pièce d'artillerie, donc c'est un canon, hein, dans le langage moderne. C'est donc une pièce d'artillerie à poudre noire qui qui lance des projectiles. Qui est en fonctionnement? Qui va être en fonctionnement. Là, on prépare son socle. Donc c'est une pièce qui a été éprouvée au banc de tir, donc voilà. Et attends, c'est une pièce d'époque? C'est une reproduction d'époque, oui, tout à fait. On reste sur des thèmes historiques et on essaye d'être au maximum reconstituant, de présenter des produits qui ont existé à l'époque et qui étaient en utilisation. Alors pour ce canon, c'est un canon, qu'est-ce qu'il y avait besoin de construire? Alors, il y a déjà le socle pour le transporter. Et après, là, je fabrique donc un accessoire pour pouvoir faire la mise à feu, puisqu'il n'y avait pas de système de mèche, il n'y avait pas de système de détonation électronique ni rien. Donc c'était un petit entonnoir avec un peu de poudre noire. Et avec cet outil-là,
Et cette mèche enflammée, qui est une mèche particulière, on venait toucher le petit entonnoir qui était rempli de poudre noire. On venait le toucher avec la braise qui enflammait et qui rentrait donc dans la culasse pour faire l'explosion. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle le fameux bout de feu. C'est ça, c'est le bout de feu. Alors bout, B-O-U-T. T-E. Bout. À bout, Bout. Bout de feu. comme corde. Bout, comme les marins diraient, on a des bouts, non? C'est vrai? Si, je crois ne pas me tromper. Alors dis-nous, donc bien sûr, vous êtes les loups de Coucy, Voilà. et il a fallu mettre ça à l'effigie des loups de Coucy. C'est ça, donc là on a voulu travailler sur le côté un petit peu artistique de la chose, puisque on aurait pu très bien faire une petite pièce en triangle pour coincer la mèche, mais on voulait quelque chose, on est ferronnier, on a une belle forge. Pourquoi faire simple, hein? Voilà, autant s'amuser. Regardez ce qu'il a fabriqué de ses mains en partant de quoi? Alors je suis parti donc d'un carré de 25, c'est une pièce d'acier standard, donc un profilé standard. Donc ça, c'est Voilà. issu de ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai étudié, avant de me lancer là-dedans, il y a une étude où j'ai étudié la tête de l'animal, la tête de loup. C'est les photos qu'on voit là-bas, c'est ça? Exactement, c'est les photos qu'on voit là-bas. Et grâce à ces photos-là, donc j'ai pu me faire me construire cet objet dans ma tête. Et après, c'est la forge qui m'a aidé à faire le reste. Ouais, non, mais attends. Moi, je suis pas d'accord. Parce que t'as pas fait de plan. T'as pas fait de schéma. Non, Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans ma tête, ouais. J'ai pas fait de plan, j'ai pas fait de schéma. Comment, en partant d'une pièce de ce type, je peux toucher, il est pas chaud. y a rien Comment, de en partant d'une pièce de ce type, on arrive à former ça? Avec, t'as des meuleuses, t'as une machine pour usiner. Ça doit être ça Alors, l'histoire, non? Non, j'ai pas utilisé de machine pour usiner, j'ai pas utilisé de machine électronique. Je suis parti Tout est là. profilé. Tout ça, tout ce que tu utilises, c'est là. Voilà, ici nous avons tous les outils que j'ai utilisés. Nous avons donc, et bien sûr, ma fidèle enclume derrière. Celui que t'as eu à ton anniversaire de tes 13 ans? Alors, c'est pas c'est sûr. pas celle-là, c'est pas celle-là, elle est chez moi. Non, celle-là, c'est pas mon enclume, mais c'est celle que j'ai utilisée pour réaliser ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé ici à faire une gorge pour pouvoir créer une boule, un cube, et amincir cette partie-là. Donc, en gros, c'est cette partie-là que j'ai tiré. Donc j'ai aminci là. J'ai donné un profilé qui semblait une tête brute, donc plutôt un cône, un tronc de cône pas très formé. Et donc ainsi de suite. J'ai commencé après à tirer le museau. J'ai fendu le museau avec cet instrument, donc une tranche à chaud. J'ai fendu le museau. Ensuite, j'ai pris le poinçon. Donc tout ça, c'est deux opérations qui se font à chaud et sur l'étau. J'ai pris le poinçon pour poinçonner, pour pouvoir faire le passage de la mèche. Donc comme ça, et ensuite comme ceci. D'accord. Ensuite, avec la tranche à chaud, j'ai ressorti les oreilles, comme ça. Avec mon marteau, je les ai un petit peu travaillés. Après, j'ai pris un petit burin de façonnage pour pouvoir taper, pour pouvoir faire les poils en donnant des inclinaisons différentes. Ici, j'ai tapé dans ce sens-là pour former les yeux et ainsi de suite. Après, j'ai tiré cette partie-là, donc c'était un morceau de carré. C'était un carré, alors Ouais, comment, donc en fait, comment on fait ça dans un carré? Alors, donc j'ai tiré une partie un peu en biais, comme ça, donc un aminci. Ouais. J'ai coupé. Après, j'ai martelé pour faire un triangle. L'aplatir, en fait. C'est ça, l'aplatir pour déplacer la matière, pour faire une cuillère plate large. Et après, j'ai enroulé cette cuillère. Dis-moi, j'ai l'impression que quand on a ton savoir-faire, on peut maîtriser ce matériau. C'est du fer, hein, c'est du fer. On peut faire n'importe quoi avec ça? On peut faire beaucoup de choses. Ouais, on peut faire beaucoup de choses. On a la limite avec le temps et des fois le matériel.
Parce que plus qu'on tape sur des pièces grosses, plus qu'il faut du matériel. Bon, c'est plus long à réaliser, mais oui, on peut faire énormément de choses. Combien de temps de travail ça représente la fabrication de ce bout de feu? Alors ce bout de feu, comme c'est la première fois que je réalise une tête d'animal en acier, il m'a pris presque 5 heures en fabrication pure, avec à peu près 1h30, 2 heures d'études avant. Donc d'études en off, en allant chercher des photos, en s'inspirant des photos, essayer de se représenter l'animal dans sa tête, et après de savoir comment on allait déplacer la matière pour pouvoir réaliser cet animal. Au sein des loups de Coucy, chacun est autonome, chacun amène son savoir-faire à l'association, ou est-ce que c'est un travail d'équipe? Alors, chacun est autonome, mais on se retrouve souvent en équipe pour mélanger nos idées et pour qu'il y ait un échange entre nous. Et voilà. Et après, quand on a des questions, on va se diriger vers d'autres personnes qui peuvent nous donner les réponses. Toi, tu as eu des questions que tu t'es posées quand tu as voulu fabriquer cet outil. Est-ce que ça existait des outils de ce type, de cette manière-là? Alors, j'ai pas fait de recherche historique, savoir s'il y avait des formes d'animal pour bouter le feu. Il y avait des bouts de feu que on peut facilement retrouver, des enluminures. Fabien doit en avoir chez lui de pièces qui ressemblaient des bouts de feu, hein, puisque il fallait l'allumer, les canons, donc il y en avait. Et après, moi, les questions que j'ai eues, ça a été plutôt des questions pratiques avec Fred, puisque savoir la taille de la tête qu'il voulait que je réalise. Il m'a donné une contrainte de poids. Il ne faut pas que ce soit trop lourd pour pouvoir avoir plus de précision et pour que ce soit un enfant qui puisse le faire, du moins un ado. Parce qu'il y a quand même une partie sécurité, on ne va pas donner ça à un petit enfant, mais pour qu'un ado puisse le faire en sécurité. Et après, non, j'ai pas eu de... Je me suis documenté, après je me suis servi de mes compétences. De tes compétences et de tout ton savoir-faire. Alors, venez, on va aller du côté de la forge. On va vous expliquer au niveau de la forge comment c'est conçu. Pourquoi travailler avec du charbon et ne pas travailler avec du gaz, comme nous disait tout à l'heure Fabien? Alors, le gaz est une technique qui est disponible assez récent pour travailler le fer à chaud. Nous, on travaille avec une forge traditionnelle, donc à charbon. C'est un charbon qui est spécialement conçu pour la forge. Là, on voit les morceaux de charbon. Donc ça, ce sont les charbons que tu utilises. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces charbons? Déjà, c'est des petits granulés. Ils sont pas très gros par rapport à des charbons qu'on peut trouver pour notre barbecue. Et ils sont très très gras par rapport à notre charbon. Donc en fait, ils vont être plus longs à se consommer. Et ils vont mieux recouvrir la pièce. Parce qu'ils sont plus petits. Voilà, comme ils sont plus petits, ils recouvrent mieux la pièce. Et il ne s'effrite pas par rapport à du charbon de bois qui va partir en paillettes quand on le chauffe à haute température. À quelle température on va monter ce charbon pour pouvoir faire fondre? En fait, on cherche à quoi? À atteindre un point de fusion? Non, on ne cherche pas à atteindre le point de fusion parce que avant d'avoir un acier liquide, on a un acier qui s'oxyde et qui part en petite étincelle, un peu comme ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. D'accord, ok, je vois. Donc c'est pas utile pour nous, ça abîme la ferraille. Le foyer chauffe à environ 1700 degrés et nous, on va monter notre acier à une température de travail qui est on va le monter à 1300 degrés. Son point de fusion est de 1350. Et alors, donc, on va aller à la limite de ce point de fusion. Donc on va chauffer. Très précis. On va chauffer à blanc. On va chauffer à blanc, c'est la fameuse expression de chauffer à blanc. Donc en fait, là, on voit la pièce que tu es en train de travailler, donc c'est le fameux bout de feu que tu es en train de chauffer. Donc tu as déjà fait toute une première partie, on la voit. Voilà. Donc j'ai déjà sorti la tête, je l'ai affinée. Elle n'est pas finie parce que là, elle va subir la pince, des coups et tout ça. Donc je vais l'abîmer en travaillant le reste du corps. Je vais faire cette fameuse cuillère dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir l'emmancher sur un manche. Et après, je vais pouvoir finir la tête pour finir le produit.
Toutes ces pièces sont des pièces uniques, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Hein. Voilà, si on la met cette pièce-là, quand elle sera finie, qu'on la mettra à côté de l'autre, elles seront différentes. Pourtant, je suis la même personne et on n'a jamais deux pièces identiques. T'es conscient que tu as de l'or dans les mains, t'es conscient de ça? Oui, je pense. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il est assez chaud pour pouvoir fabriquer la partie de fixation, cette fameuse cuillère? Là non, on est sur un acier qui est à peine rouge, il est pratiquement en plus rouge. Là on est dans une température proche des 600 degrés. D'accord. Donc ce qui n'est pas du tout suffisant pour travailler, il faut donc 2 fois plus. Hein. Donc je vais la mettre au feu, je vais la recouvrir du charbon. Et on va activer le ventilateur pour pouvoir monter la température du foyer, pour pouvoir monter la température de la pièce pour arriver à la température de travail. Donc là, c'est juste de l'air que l'on injecte à l'intérieur, c'est ça? C'est ça, il y a une soufflerie qui propulse de l'air qui vient par en dessous du foyer et c'est grâce à ça qu'on augmente la température. Alors tout à l'heure, quand tu fabriquais, on voyait que tu remettais de l'eau sur le feu, mais c'est pour l'éteindre qu'on met de l'eau sur le feu, parce que c'est plutôt surprenant. Donc là, on rajoute un peu de charbon, mais explique-nous pourquoi. Alors effectivement, je mets de l'eau sur mon dôme. Alors je vais déjà en mettre sur le contour pour refroidir justement mon contour, pour recentrer la chaleur, pour avoir un point de fusion plus court. Un point de chaleur plus concentré. Et en plus de ça, ça nous apporte de l'oxygène qui est un des éléments pour monter la température du feu. De l'eau sur le feu pour avoir de l'oxygène. Ça chauffe un peu là, le feu, non? Exactement. Là, on commence à sentir la chaleur de la flamme. Excusez-moi, je de l'eau sur le feu. De l'eau sur le feu, pourquoi? Parce que l'eau, c'est composé d'oxygène et d'hydrogène. Et donc, en rajoutant de l'eau, on apporte davantage d'oxygène, puisque le ventilateur m'apporte de l'air. L'air est composé d'oxygène, mais pas que. Il y a de l'azote, il y a d'autres éléments. Et le feu a besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir monter en température. Donc l'eau, justement, en s'évaporant, te ramène cet oxygène que tu avais besoin. Donc là, ça y est, on voit que ça chauffe assez vite quand même. Oui, parce que c'est une forge qui a un bon ventilateur. Donc on arrive à chauffer des pièces, et puis c'est pas une très grosse pièce, on arrive à la chauffer très rapidement. Là, on a une température proche des 1200 degrés. Donc c'est une température qui est largement convenable pour pouvoir la travailler. Ça y est, c'est fini, ou est-ce que tu dois le réchauffer encore? Parce que tout à l'heure, on a vu que c'était vachement plus fin en fait. Voilà, donc là j'ai commencé l'amincissement pour faire la fameuse cuillère. Je ne suis pas encore arrivé à la section que je souhaite et ni l'épaisseur souhaitée. Donc je vais devoir la réchauffer parce que là nous sommes environ à 800 degrés, on s'approche des 700 maintenant. Donc c'est plus assez chaud pour pouvoir la travailler. D'accord, donc on remet ça dans le feu. On remet ça dans le feu. Alors bien sûr, cette étape qu'on a vue avec le pilon, c'est ça, c'est un pilon? C'est un martinet. C'est un martinet. Ouais. Alors ça, on le faisait à l'ancienne, à la main. Mais là, pour le coup... À l'époque, nous avons aussi des marteaux pilons, on les appelait des marteaux pilons, qui étaient actionnés par des moulins à eau. Donc les forges étaient souvent près des rivières. Il y avait donc, c'était un grand mât, comme un tronc d'arbre assez gros, d'une trentaine de centimètres, qui était actionné par ce moulin qui était actionné donc par la rivière. Et ça poussait le bras qui se levait et retombait de son poids pour frapper. Donc, comme si que je prenais un gros marteau, un marteau qui fait à peu près une dizaine de mètres avec un axe, et le moulin appuyait comme ça. Et ça appuyait et ça... Voilà, ça faisait le même travail, un peu plus long, mais tout efficace, tout aussi efficace. Alors tous les outils, je disais, que tu utilises, ce sont vraiment des vrais outils d'époque en fait. Presque comme des outils d'époque en fait. Alors ce sont des outils que nous pouvons trouver à l'époque, alors pas forcément avec les formes modernes qu'on a aujourd'hui,
mais la tranche, les tranches à froid, les tranches à chaud, les poinceaux, les marteaux, les pinces, c'était des outils qui étaient, c'était les mêmes outils qu'on utilisait à l'époque, avec une forme différente, puisque chaque ferronnier, pendant sa formation, fabriquait ses propres outils. C'était son travail pour devenir ferronnier ou forgeron, selon... Et on gardait ces outils presque toute sa vie. Et les outils, oui, c'est grâce à ça qu'il gagnait sa vie, donc c'était... Mauvais ouvrier, mauvais outils, c'est ça qu'on dit, non? Oui, c'est l'expression. Bon, c'est chaud? C'est presque une recette de cuisine en fait, hein. On chauffe à 200 degrés, c'est un peu plus que 200 degrés. Là. On a dit 1000 degrés, 1200 degrés. Et là, le fait de réchauffer la tête ne va pas déformer tout ce que tu as déjà fabriqué. Alors si, on a un pourcentage de perte au feu, mais c'est pas... Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fini exprès. Ouais, pour pouvoir continuer à la travailler. Voilà. Alors, je vous propose de continuer à assister à la fabrication de cette cuillère. D'ailleurs, c'est plutôt costaud. Hein. Je vais terminer ma forme brute de mon triangle et après je vais pouvoir le rabattre. D'accord, c'est une vraie question de patience. Ça se fait pas en 2 secondes quoi. Ce que je veux dire c'est qu'il y a plein d'étapes comme ça dans cette fabrication et on voit la pièce prendre vie en fait. C'est ça, on a plusieurs étapes à réaliser. On est contraint par la température qui rechute très rapidement. Notamment sur l'enclume qui est une grosse masse froide. Donc on apporte une pièce à 1200 degrés sur une masse qui a une vingtaine de degrés. Donc ça... Et est-ce qu'on peut coller 2 morceaux les uns aux autres? Oui, tout à fait, ça s'appelle une soudure. C'est le terme qui était déjà employé à l'époque. Donc c'est une soudure à la forge. Donc il faut qu'on monte les 2 pièces à température limite de fusion. Donc là on s'approche des 1350 degrés. Donc là c'est blanc soudant. C'est blanc, c'est à la limite au moment que ça pétille. Et avec un bon martelage on peut faire fusionner ces 2 parties. Bon, eh ben on va continuer à la fabrication. Donc voilà, ça c'est notre boutefeu qui vient d'être terminé brut de forge. On va pouvoir travailler un peu sur la finition, retirer les marques de l'étau, amincir les traces du marteau et travailler à froid pour finir la tête, pour avoir un rendu plus chouette. On va après le brosser avec une brosse métallique pour lui donner ce petit côté brillant que l'on a sur cette pièce-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a 2 pièces qui sont réalisées pareil et qui sont complètement différentes. Bon, eh ben, écoute, moi j'ai été ravi de découvrir et avoir un petit peu les yeux d'un enfant qui découvre cette magie de cette fabrication. Ah oui, complètement. N'hésitez pas, quand dorénavant vous verrez les loups de Coucy, quand vous allez à leur rencontre, de vous arrêter et de prendre le temps de regarder tous ces produits, tous ces matériaux qui sont fabriqués, et vous penserez à ce reportage et cette rencontre que l'on a faite avec toi aujourd'hui. Un grand merci, bravo. Franchement, voilà des savoir-faire que je ne soupçonnais pas existant encore à nos époques. Et c'est aussi grâce à vous, les loups de Coucy, que l'on fait perpétuer ces traditions et tout ce savoir-faire. Bravo à toi. Il en faudrait plein des gens comme toi. Merci, je suis flatté. Mais... Ah non, vraiment. Demain, avec Fabien, on découvrira
comment on entretient ce matériel? Parce que là, on a fabriqué des nouvelles pièces, mais vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'entretien entre les épées, les gants et puis tout le reste. Rendez-vous à demain pour la suite de nos aventures avec les loups de Coucy.